Chers amis, bonsoir, merci d'être avec nous, merci d'être avec l'équipe d'Expression Livre qui a le grand honneur de recevoir ce soir sur son plateau le professeur Shamseddine Chitour, professeur à l'école polytechnique. Bonsoir. Professeur Shamseddine Chitour, merci mille fois d'être avec nous, d'être avec toute l'équipe d'Expression Livre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de venir encore une fois essayer de plaidoyer, de faire un plaidoyer sur ce que je crois être bon pour notre pays. Alors justement, nous allons parler de votre dernier ouvrage qui s'intitule « L'histoire de l'Algérie, de la résilience à la quête de la modernité ». C'est paru il n'y a pas si longtemps que cela, je crois qu'il y a à peine 2 ou 3 mois. C'est cela, aux éditions Chihab. Alors, avant que nous entrions dans le détail, ce qui va être bien compliqué parce que votre ouvrage fourmille de connaissances avec beaucoup d'idées. Nous verrons comment il est également structuré, parce que c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. C'est la structure que vous avez utilisée pour écrire cette histoire de l'Algérie. Mais d'entrée de jeu, vous avez commencé à utiliser... Évidemment, vous êtes professeur à l'école polytechnique, c'est normal. De la résilience, hein. Là, c'est le choc. Hein. C'est le choc. Comment tenir bon face à l'adversité. Voilà. C'est ça la résilience. Mais c'est un terme scientifique. Voilà. À la quête de la modernité. Alors, professeur Shamseddine Chitour, d'entrée de jeu, dans votre... préface, je dirais, c'est pas votre préface, mais c'est votre avant-propos, vous dites, attention, ce n'est pas un livre d'un historien, je ne suis pas historien, ce n'est pas un livre académique sur l'histoire de l'Algérie, loin s'en faut. Moi, ce que je voulais, c'était presque, ça tient entre un livre didactique, parfaitement bien structuré, mais surtout très long plaidoyer contre le colonialisme, mais pas seulement le colonialisme français en Algérie, mais tout type de colonialisme à travers le monde, contre le racisme. C'est cela. Et puis nous verrons en détail, parce que je dirais qu'il y a presque 2 parties dans votre ouvrage. Hein. Première partie, vous dressez le tableau de l'histoire de l'Algérie, carrément du paléolithique jusqu'à la fin de la lutte de libération nationale et même au-delà. Même au-delà, oui. Vous allez très loin, c'est pas seulement l'Algérie, c'est même le Maghreb, vous touchez même le Moyen-Orient, même d'autres pays évidemment, l'Europe, la France. Mais ensuite, vous allez nous donner à lire des points, je dirais, plus précis. Qu'a été l'éducation pendant le colonialisme en Algérie? Quels ont été les problèmes, je dirais, religieux en Algérie? Quelle a été la place des intellectuels algériens? Quelle a été la place des intellectuels français ou européens? Quelle a été la place de l'économie? Alors, je dirais que c'est presque 2 parties, mais on retrouve chaque fois. Hein, oui, cette équilibre puisque vous tirez. Elles s'imbriquent les unes dans les autres. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez décidé, pratiquement à la moitié de votre ouvrage, d'aller vers des thématiques plus précises. Et vous allez nous dire pourquoi vous avez décidé de mettre cela en place. Parce qu'il y a des points qui vous semblaient plus obscurs que d'autres, ou moins dits, ou moins discutés. Parce que, par exemple, il y a tout un chapitre sur le problème de la langue chez nous. Hein. La Mazir, un long chapitre sur la Mazir, sur l'arabe, hein, sur la place du français, entre langues. Et c'est ça qui m'a... je vous avoue franchement, hein, excusez-moi, je vais être un peu long au niveau de l'introduction, je vous avoue franchement qu'au début, je me suis dit, il nous met en place, chronologiquement, l'histoire de l'Algérie. Hein.
je dirais même plus loin, l'histoire du Maghreb. Je me dis, bon, voilà, écoutez, je vais vous dessiner le tableau général. Et puis ensuite, je vais ouvrir des portes. C'est cela. Je vais ouvrir quelques portes, qui sont des portes peut-être les plus méconnues, ou peut-être les moins travaillées, ou peut-être que nos historiens les ont moins travaillées. Mais je dirais, c'est même plus que cela. Peut-être que ce sont ces portes-là qui ouvrent sur des chambres magnifiques, emplies d'une bibliothèque et de connaissances, que les jeunes chez nous, alors eux, ignorent quasi totalement. Alors, vous m'avez posé plusieurs questions. Nous allons essayer, si vous permettez, de les aborder dans l'ordre. Tout d'abord, le fil conducteur de cet ouvrage, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer à la fois pour la dignité humaine, pour dire que nous sommes des hommes et tout ce qui est humain ne nous est pas étranger, comme dirait Terence, homo sum. La fameuse, je peux vous citer, voilà, la fameuse bien souvent. citation de Terence, qui est un écrivain berbère, et qui écrivait en latin. Bien. Et donc, j'ai voulu, de certaine façon, déconstruire ce qu'on nous a appris. Moi, je suis un élève de l'école française. Et jusqu'à 18 ans, je croyais que j'avais des ancêtres amazirs. En tout cas, on nous disait qu'on avait des ancêtres amazirs, mais à la maison, nos mères, nos vaillantes mères, nos héroïnes au quotidien, nous disaient non, vous avez une histoire. Et cette histoire, elle est en quelque sorte belle, mais on ne doit pas l'exposer le jour. C'est une histoire de nuit. Donc en quelque sorte, on était un peu bicéphale. Et il ne fallait pas se tromper. À l'école, nous étions gaulois, nous avions des ancêtres gaulois, et à la maison, nous nous retrouvions autour du feu, et nos mères nous disaient, voilà, vous n'êtes pas en apesanteur, vous avez une identité. Et c'est cette identité, me semble-t-il, qui a permis à l'Algérie de traverser le temps. Et mieux encore, ces 2000 ans d'histoire, 2500 ans d'histoire avérée, il y en a qui remontent jusqu'à 2900 ans, avec la victoire d'un pharaon, avec la victoire d'un roi, qui est devenu ensuite pharaon. C'est ça qui nous a permis... D'où est parti le début du calendrier berbère. Bon, peut-être on en parlera tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire que ce récit-là, nous avons le devoir de construire un récit national. Et moi, en tant qu'intellectuel, scientifique, et comme je vous disais, moi je suis un braconnier, ce sont pas mes terres. Mais j'essaye dans cet ouvrage de dire, voilà les références. Je n'annonce rien qui ne soit prouvé. La fameuse phrase de Montesquieu. Vous n'êtes pas un braconnier, vous êtes un apprenti botaniste. Voilà. Non, plutôt vous allez dans la forêt, puis voilà. vous glanez les belles fleurs ou les beaux champignons. La fameuse phrase de Montesquieu. Il faut mourir pour sa patrie. Mais pas mentir. Mais nul n'est obligé de mentir pour elle. Donc je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir, mais il y a à peu près 800 références. Oh, plus que cela. Qu'on peut vérifier. Et donc c'est un matériau que je mets à la disposition de nos historiens. Je ne veux pas dire que, d'une certaine façon, j'ai donné comme une teinte à cet ouvrage. Cet ouvrage, il est en quelque sorte enrobé de la conviction profonde que nous appartenons à un grand peuple. Et donc il y a un plaidoyer. Ceci étant dit, je ne laisse aucune période dans l'ombre. Je dis, voilà ce que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Mais il faut assumer. Je crois que 60 ans ou 55 ans après l'indépendance, il faut, me semble-t-il, laisser tomber l'histoire que nous avons en pointillé. Il faut tout assumer. 18 siècles avant la venue des conquérants arabes, il y avait une civilisation. Elle est ce qu'elle est, avec ses heures et ses malheurs. Yugurta, c'est quelque chose qui a marqué l'Empire romain. L'Empire romain. Et donc, nous étions en quelque sorte, à l'époque en tout cas, les rois numides. Nos interlocuteurs, c'était l'Empire romain. 6 Évidemment, siècles. Je ne parle pas de la France ou de l'Europe. Ils n'étaient pas encore sortis des temps
pour aller vers les temps historiques. Ils étaient encore englués en quelque sorte dans la préhistoire. Bien. Et donc de ce côté-là, nous n'avons rien à quémander ou à prouver. Massinissa battait monnaie quand les Européens étaient encore des troglodytes. Donc il faut le savoir. Et qu'est-ce que c'est que la monnaie? C'est un attribut d'une nation. C'est un attribut d'une nation. Ceci étant dit, j'essaie d'expliquer, voilà, il y a un récit. Et même mieux, j'ai été conforté dernièrement, bon, c'est pas dans l'ouvrage, par cette fameuse extraordinaire découverte, à savoir que l'Algérie, c'est le second berceau de l'humanité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que c'est une terre bénie, où il y a à la fois l'histoire, à savoir que il y a des hommes, il y a 2 400 000 ans, qui étaient là, du côté d'Ain Hnejab, Ain Mouchret, il y en a même 1 700 000, bref. Il y a donc, si vous voulez, une continuité. Nous n'avons pas jailli du néant. J'ai vu dans l'émission avant-hier qu'on a trouvé des traces de dinosaures du côté de Djelfa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un grand pays. Un grand pays avec un grand peuple. Évidemment, les hasards de l'histoire font que nous avons été envahis 8 fois. Mais nous avons toujours eu le dernier mot. C'est ça qui est important. C'est ça la résilience. Oui. Tenir bon. Tenir bon. Traverser les âges. La majorité, pourquoi c'est bon? Et là, je m'adresse à nous, Algériens. Attention à votre micro. C'est un axe fondateur. C'est un acte fondateur de l'identité. Nous n'avons pas jailli du néant. Vous partez dans n'importe quelle région du pays, on vous dit oui, ça nous le connaissons. Le couscous n'arfo, mais le couscous date de Massinissa. Et donc à partir de ce moment-là où on assume, il faut aller l'un vers l'autre. Et dans ces conditions, on peut espérer qu'avec le temps, le brassage, le melting pot, on puisse arriver à cette idée de nation. Cette nation dont Renan disait, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est une continuelle construction. Elle n'est jamais achevée. Pourquoi elle n'est jamais achevée? Parce qu'elle est tout le temps agressée. Donc il faut chaque fois tenir le cap. Essayer de faire en sorte, voilà la nation. Peut-être que dans ces cantons, l'idée que nous avons de la nation, en dehors des fondamentaux, qui sont éternels, elle est évolutive. Mais les fondamentaux sont là. Comme disait Mustafa al-Chef, Erkeiz ta'al blad. Et à ce titre, je ne saurais trop recommander l'ouvrage de Mustafa al-Chef des noms et des lieux. Alors, où il explique que toute l'histoire de l'Algérie, c'est la majorité. Et il n'en fait pas, évidemment, non seulement il n'en fait pas un fonds de commerce, au contraire, il dit il faut qu'on s'imprègne mutuellement et revendiquer ça, pas simplement accepter, mais revendiquer. À partir du moment où on revendique, on défend. On défend la cause proprement dit. Donc, cette tolérance qui est en train de se faire de plus en plus, j'allais dire, du point de vue gouvernemental, il faut que la société l'accepte, pas sous la contrainte. Non, surtout pas. Sous la contrainte. Mais sur la connaissance. C'est cela. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut penser à l'émergence d'un récit national. Tous les peuples, quels qu'ils soient, ont besoin d'un récit national. Vous prenez les Américains, ils sont nés il y a 250 ans. Et il fallait créer quelque chose. Ils ont créé ce qu'ils appellent la destinée manifeste. C'est Dieu qui leur a dit de conquérir. C'est Dieu qui leur a dit de gouverner le monde. Mais l'Occident européen a démarré de cette façon. Bien sûr. Quand vous pensez le mythe de Jeanne d'Arc, il date de quoi? Il date de 1870. Avant, personne ne parlait de Jeanne d'Arc. Mais il fallait un référent. Pourquoi il fallait ce référent? La France était dans le creux de la vague. Elle était occupée par les Allemands. 1870. C'est la Lorraine. Voilà. Et là, encore. C'est pas pour rien que Jeanne d'Arc était une Lorraine. En plus. Parce que la Lorraine a été occupée par les Prussiens. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, il fallait revigorer l'identité, le sentiment d'appartenir à un même peuple.
et donc de le défendre. Évidemment, il ne faut pas aller au nationalisme chauvin, comme c'est le cas actuellement en Europe. Mais il est bon quand même de dire, voilà, je suis chez moi, et je me sens bien chez moi. Le grand problème de nos jeunes actuellement, c'est cette errance identitaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer que cette question d'Amazigh, si elle est bien suivie, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça s'essouffle. C'est pas parce qu'on a fait un anniversaire que ça y est, c'est bon. Il faut le conforter au quotidien. Bon, je suis Amazigh, et après. Il faut que j'aille vers justement ce melting pot. Comment, en son temps, Boumediene avait institué le service national. Un immense brassage. Des gens que je ne connaissais pas du tout, de Tamanrasset, de Bayad, etc. C'est devenu mes meilleurs copains à la caserne. Et donc ça a permis cela. Dans les années 80, nous avons fait l'erreur de créer une université par wilaya. À partir de ce moment-là, l'enfant, le jeune, naît, meurt dans sa ville. Il va à l'université dans sa ville. Il sort au lycée dans sa ville. Ça, c'est une erreur. Il va falloir donc essayer de changer tout ça, faire en sorte qu'on puisse pouvoir se sentir bien dans quelle que soit la région où nous sommes. Et pas créer en quelque sorte, nous avons besoin de multiplicateurs. Nous n'avons pas besoin de diviseurs. C'est des gens qui appellent justement à ce ressourcement, tout en n'oubliant pas de dire que nous avons l'immense privilège d'avoir la langue arabe. Elle est extraordinaire, mais il ne faut pas en faire un fonds de commerce. C'est ça le problème. Nous la revendiquons, c'est notre langue, c'est la langue de notre religion. Mais il ne faut pas tout amalgamer. Il faut aller vers l'algérianité. Il n'y a ni berbère... C'est tout votre ouvrage. C'est ça. Il n'y a ni berbère, ni arabe. Comment créer cet alliage cette spécificité d'être algérien. Oui, cette spécificité. Alors chaque fois on parle de la recherche de l'identité, mais elle est là, elle est existante. Vous le prouvez sur plus de 400 pages dans votre ouvrage. Professeur Chemseddine Chittoul, vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi on est toujours là à se poser la question, que les jeunes se posent la question, mais mon identité algérienne, mais elle est là. Elle est là depuis des milliers d'années. C'est cela. Hein. Il suffit d'aller chercher dans l'histoire de votre pays et vous vous rendrez très vite compte que elle a toujours été là. Preuve en est qu'elle a toujours été là, c'est que, comme vous dites, il y a eu tellement d'invasions, aucune invasion n'a réussi à briser cela. Donc, cette identité. Et j'ai adoré d'ailleurs le chapitre sur, par exemple, l'oralité, hein, le chant et la poésie. Magnifique ce chapitre, parce que, dites, bon, c'est vrai que l'amazigh était une langue pendant complètement orale, alors que l'arabe était écrit, etc. Mais, attention, c'est que pendant des siècles, et surtout pendant la colonisation française, il faut savoir l'intelligence de cette oralité et de ces poésies, que ce soit pour rendre hommage à ce qu'on appelait, entre guillemets, un bandit d'honneur, à un exilé à Cayenne ou en Nouvelle-Calédonie, mais même, j'ai adoré, c'est vrai que moi... propre grand-mère me parlait de ça, je ne comprenais pas très bien. Quand elle me disait « Eh, Hadj Guillaume », il y a même une chanson sur Hadj Guillaume. Je disais « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi en Algérie, on ferait une sorte de poésie chantée sur le Kaiser Hadj Guillaume ?» Parce que, tout simplement, il avait mis à bas le colonialisme français. Il avait mis à bas l'empire français. Et bien alors, on fait une chanson en disant, vous voyez, vous n'êtes pas si costaud que vous le dites. Hein, oui, justement, à ce propos, c'est très beau. Ça remonte plus loin, parce que on dit effectivement que le berbère, la langue berbère, est une langue pratiquement orale. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des auteurs algériens, berbères entre guillemets, dans l'Algérie d'alors, qui écrivaient en latin. Appelé de Mador. Et le latin a pris des mots berbères et les a en quelque sorte latinisés
L'Ashraf, encore lui, Rabbi Rahmou, cite une citation où il y avait le mot Tescure, T-E-S-C-U-R-E. Il parlait donc d'un paysage où quelqu'un chassait, tout d'un coup il y a un mot qui s'appelle Tescure. Ils n'ont pas pu le traduire, jusqu'au jour où ils ont compris que le mot Tescure c'était étymologiquement venait de Tescours. Tescours, c'est-à-dire la perdrix. Donc ils ont pris le mot Tescours, ils en ont fait, en arabe on dit Skoura, en quelque sorte. Bon, il n'y a pas que ça. Le génie amazigh, il faut que les Algériens et les Algériennes le sachent, ça remonte à très loin. Quand vous voyez par exemple la princesse Didon, quand elle est venue en 800, la princesse Elisa, elle s'appelait Elisa, et quand elle est venue sur les rivages de la Tunisie, donc l'ancienne, en quelque sorte la Berbérie globalement, elle avait demandé à être en quelque sorte, avoir un terrain. Ouais. Et l'empereur d'alors, le Aguilid d'alors, lui a donné une peau de bœuf. Ouais. Birsa. Alors, Cette peau de bœuf, elle est connue. Oui, c'est ça. Et elle en a fait des lanières. C'est ça. Elle a créé une surface. Bon, bref. Mais les Berbères d'alors, qui avaient quand même le sens de la répartie, lui avaient donné un sobriquet. Un sobriquet. Nous, quand on parle de Didon, on pense que c'est son nom. Non, pas du tout. C'est un sobriquet donné par le berbère en kabyle Tinidoun. Tinidoun, c'est celle qui marche. C'est-à-dire que celle qui, en quelque sorte... Presque l'errante. Une errante. Alors on appelait Didon. Et Tinidoun, les Romains, bon, on en fait Didon. Non, on fait Didon. Didon. Pour dire que de ce côté-là, nous avons quand même le sens de l'humour. Et mieux encore, j'ai vu une publication de Ali Farid Belkadi, qui est un grand ethnologue à Paris, où il disait que les anciens berbères, donc il y a 3000 ans, 4000 ans, enterraient leurs morts, mais pas seulement. Ils s'occupaient des petits vieux. Alors ils ont trouvé une mâchoire où il y avait une dent qui était exceptionnelle. Elle n'était pas naturelle. Ouais. Ils avaient pris un morceau d'os, le chirurgien d'alors, ils l'avaient raboté et ils ont créé une sorte de prothèse. Ouais. Et ça, il y a 4000 ans. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une étude, c'est une publication qui est sortie dans une revue scientifique tout à fait sérieuse. Voilà, une revue tout à fait sérieuse. On disait, c'est quand même pas possible. Ouais. Les gens, alors que le pouvoir colonial, quand il parlait de nous, il disait, nous sommes des traînards, nous ne valons rien. Et évidemment, en se basant sur ce qu'on appelle évidemment le siècle des Lumières. Alors, justement, on va revenir sur ce chapitre qui est très très intéressant sur parce que le colonialisme français, quand il est arrivé en Algérie, après la prise d'Alger qui était plus une rapine, n'est-ce pas ? Un très beau livre de Pierre Péan qui s'appelle Membas sur Alger, qu'il faut absolument lire, et qui est d'ailleurs paru chez le même éditeur, je crois, chez Chihab, si mes souvenirs sont bons. Alors au départ, c'était juste une rapine, il fallait renflouer les caisses. Hein, parce 250 millions de francs, le trésor de la Casbah. Incroyable. Hein. Et des francs lourds, hein, c'est pas des... Oui, des francs lourds, des francs or. Après le pillage d'Alger, n'est-ce pas, parce que la France était dans une situation économique terrible et que la monarchie était au bord de la faillite et qu'il allait bientôt y avoir des élections. En fait, il y avait trois causes. La monarchie était au bord de la faillite, les caisses étaient vides. Ah oui, il fallait les remplir. Et donc le peuple commençait à bouger. Il y avait donc d'une certaine façon faire une diversion. Et cette diversion a fait qu'on a fait d'un incident mineur. Oui, le fameux coup de l'éventail. L'éventail, le fameux consul d'Eval, on en a fait une fixation. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect, il faut bien le dire, l'aspect religieux. Alors ça c'est important, le côté croisade. Exact. Une croisade qui rapporte. De toute façon, même les premières croisades rapportaient. Hein. Oui, mais pas tout de suite. Là c'est aussi immédiat. Vous imaginez le marquis de Clermont-Tonnerre, qui était ministre du roi. Il fait ce fameux rapport au roi. 3 ans avant la conquête, il dit Alger doit périr
si la France veut vivre, Alger doit périr. Et il dit, voilà, c'est la croix contre le croissant, carrément. Donc c'est une croisade. Il y a donc 3 motifs. D'abord les troubles, la situation financière qui était catastrophique, et évidemment l'aspect croisade. Mais ça n'a pas duré. Si vous me permettez, professeur Chemseddine Chittour, je rajouterai même un 4e point. Oui. Qu'on va retrouver par un certain moustachu un siècle après. C'est l'histoire de l'espace vital. Il y a une idée d'espace vital à l'époque de la conquête de l'Algérie. C'est-à-dire je vais y arriver. La France doit construire des sortes de frontières pour garantir sa paix intérieure. Et puis, comme dans le Nord, c'était pas franchement reluisant. Parce qu'il y avait effectivement la Prusse, etc. Avec l'Angleterre non plus, c'était pas très reluisant sur la mer. Donc on s'est dit, ce serait bien d'avoir aussi au niveau méditerranéen une sorte de Pax Romana qu'avaient déjà inventé les Romains. D'ailleurs, on est venu aussi un petit peu avec cette idée-là, c'est-à-dire, on reprend le flambeau de Rome. Vous avez raison, mais il y a quand même, si vous voulez, je vais résumer en une phrase ce que vous venez de dire. D'abord, l'hitlérisme, le fascisme, n'est pas tombé du ciel. Oui, vous le dites très bien dans votre ouvrage. Il a été préparé. Comment il a été préparé? C'est tout le 19e siècle. Oui. Le 19e siècle avec Renan, avec Jules Ferry, le mythe des races supérieures, à savoir qu'ils sont là pour nous civiliser. Ils avaient le devoir de nous civiliser. D'ailleurs, Clémenceau lui a répondu, il disait, c'est de la blague, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est faux. Bien. Mais avant cela, avant le 19e, il y avait le 18e. Le 18e, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Ouais. Alors, le siècle des Lumières, pendant longtemps, moi, j'ai été de ceux qui y croyaient. D'où, ensuite, quand je suis tombé de haut, à savoir que la plupart des gens que nous avions mis sur des piédestals étaient en fait, si vous voulez, non seulement des hommes normaux, mais plus grave que cela, ils donnaient des mauvais exemples. Voltaire, il avait des actions dans les compagnies... Négrières. Négrières. Ben oui. Diderot. Vraiment. Montesquieu. Oui. Alors Montesquieu qui dit il faut faire bêcher en cadence parce que le nègre n'a pas beaucoup d'imagination. Son sillon n'est pas droit d'abord. Voilà. Il n'est pas profond. Et Voltaire, il vous dit on ne peut pas plaindre un noir parce qu'il a le nez épaté, etc. Bref. Et ce Voltaire, qui est une référence, bon, en tout cas, dans le siècle des Lumières, c'est vrai qu'il a écrit de belles choses. Oui. C'est pas le problème. Mais ils ont tous un fil à la patte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière proprement dit. Maintenant, si on parle de lumière pour éclairer une zone de l'espace qui s'appelle l'Europe, ok. Oui. Alors, le continent de l'oubli, comme dirait Hegel, il vous dit... Pareillement. L'Afrique, il vous dit, c'est le continent... ils ne sont pas sortis de l'histoire. Oui, quelqu'un d'autre l'a repris. Hein. Elle a été reprise au discours de Dakar par Sarkozy. À savoir qu'on n'est pas sorti de l'histoire. Donc, tous, autant qu'ils sont, ils ont eu un problème plus grave que ça. Bossuet, l'aigle des mots, il vous dit le noir n'a pas le droit de se plaindre parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Absolument. Et Dieu l'a voulu pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a la malédiction de Cham. Ouais. Cham, qui a vu son père, qui a été maudit par son père. Ouais. Donc, lui, tu seras noir. Et à partir de ce moment-là, bon, ça continue. Le seul qui a protesté pour la condition humaine, c'était en 1550, c'est Bartholomé de Las Casas. Ah bah c'est la fameuse la Valladolid, voilà. la controverse. Voilà, la controverse de Valladolid. Qui leur a dit, attendez, les Indiens ont une âme, ce sont des êtres humains. Voilà, ils sont comme nous. Bah oui. Ils sont comme nous, cette controverse, bon, mais l'Empire avait besoin de main-d'œuvre. On dit, ok, on permet aux Indiens, mais les Noirs, ils continuent. À telle enseigne, en plein 19e siècle, l'Angleterre avait un problème avec les Noirs. Est-ce qu'il fallait les classer dans la case animaux
ou dans la case des hommes. Et donc il n'est pas interdit de croire que le lit du nazisme a été fait pendant cette période. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a accepté qu'il y ait des zoos humains. Le zoo humain, c'est quoi? On ramène des tribus d'Afrique, on les expose. Exposition universelle à Paris. Hein. Voilà. On les expose pour essayer en quelque sorte de divertir les Français qui étaient malheureux. Mais on construit une sorte de village d'Épinal, je dirais, voilà, presque, d'image d'Épinal. Et puis, voilà, voilà comme ils vivent. On dit que, par exemple, le grand joueur français Carambeu, son grand-père a été échangé contre 2 crocodiles. Vous imaginez, le grand Carambeu, etc., le Calédonien, et son grand-père a été exposé, évidemment, comme tout le monde. Et c'est là où il y a eu la fameuse Sartrige, la sud-africaine. Et il a fallu que Mandela demande à la France la restitution des restes de celle-là qui était, elle avait une difformité physique, on l'amenait dans les cirques. Et il a pu, en l'espace de 2-3 mois, ramener les restes, où elle a été inhumée chez elle, pour reposer enfin en paix. Reposer en paix. C'est la demande pour les crânes. Exact. Les 15 crânes, ils sont toujours au musée de l'homme. Ils sont toujours au musée de l'homme. On nous dit, bon, on est en train de réfléchir, et la France dit, attention, rien ne doit sortir des musées de France. Oui, rien ne doit sortir. C'est comme si c'était une relique du colonialisme. Hein. Non, et pire que cela, parce que si vous regardez bien, honnêtement, vous allez au Louvre, vous allez dans le musée de l'homme, c'est l'histoire de la colonisation que vous allez trouver là-bas. C'est l'histoire du pillage. La tente de l'émir Abdelkader, elle est exposée. Écoutez, le fameux musée du quai de Branly, où il y a toutes les arts premiers. Les arts ça n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un pillage systématique bien sûr. Alors imaginez, ce sont en quelque sorte, ce sont les trésors africains de toutes les anciennes colonies qui font le bonheur du tourisme en France. 50 millions de touristes. Donc, pour Paris. Pour Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut aller voir. Et les Algériens qui sont fondateurs de beaucoup de ces pièces extraordinaires n'ont pas le droit d'aller voir. Là, c'est le problème des visas. Bon, autre chose. Ça nous met trop bien. Ceci dit, pour terminer là-dessus, je souhaite simplement ajouter que le 19e siècle, c'est lui qui a été l'acte fondateur du nazisme proprement dit, et comme dirait Sophie Bessis, une grande anthropologue, le nazisme n'est pas tombé du ciel. Il a été préparé. Et à partir de ce moment-là, vous avez des renoms, vous avez évidemment Chamberlain en Angleterre, Chamberlain qui disent, bon, nous sommes des races supérieures, point. Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas à discuter. Ce qui veut dire que dans ces conditions-là, nous revenons de loin. Il fallait donc déconstruire. Mais le plus grave de tout cela, c'est qu'il y a eu une continuité ensuite. La colonisation française. J'aurais pensé que les héritiers des siècles des Lumières puissent en quelque sorte s'indigner de ce qui se passait en Algérie. Pas un mot. Pas un mot. Sauf un. Quand même, il faut lui rendre hommage. Lequel? La fameuse poésie de Rimbaud sur Jules Gurtin. Rimbaud, oui. Vous avez raison. Rimbaud, mais vous le signalez. Rimbaud, son père, était un militaire. Oui, Rimbaud, donc, il connaissait un peu la chose. Il a fait une très belle poésie. Bon. Magnifique, sur Jules Gurtin. Mais ni Victor Hugo, ni Zola, ni alors le Zola de J'accuse, pour le capitaine Dreyfus. Il a fait tout un tintamarre, etc. Bon, à juste titre, d'ailleurs. Oui. C'est normal. Mais il savait tout ce qui se passait par le menu. Ce sont des colonels qui lui disent, voilà ce que nous sommes en train de... Comment on zigouille les Arabes, comment on leur relève la tête, comment on a des pleins paniers d'oreilles avec les boucles. Ils n'ont pas le temps d'enlever la boucle. Donc on coupe l'oreille. On coupe l'oreille. Et le comte d'Hérisson, dans un fameux ouvrage qu'ils appelaient La chasse à l'homme, disait, je déjeunais avec le général, au coin de la tente, il y avait des sacs remplis de têtes.
Ça ne le gênait pas, hein. Voilà, ça ne gênait pas. Quand Saint-Arnaud dit, voilà, nous brûlons tout, etc., et il le dit d'une façon... Les enfumades, tout ça. Mais mieux encore, il y a une sorte de jouissance morbide. Ouais. Il écrit à son frère, il dit, voilà ce que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de mourir. Quand Bugeaud, le fameux Bouchot, qui nous faisait peur en tant qu'enfants, nos grands-mères nous disaient, ah, oui, Bouchot. Il va appeler, et Bouchot pour nous c'était l'ogre. Le fameux général Bugeaud qui disait, il faut les enfumer comme des renards. Ouais. Les fameuses 3 enfumades, c'est extraordinaire. 750, la tribu de Oued Riyah a été décimée. Comment? Ils les ont laissés rentrer et ils ont fermé et ils ont mis le feu. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Voilà, c'est venu après. Ça me rappelle certains camps comme Dachau ou Oui, Auschwitz. mais c'est du bricolage par rapport à ce qui a été fait. Oui. Donc, si vous voulez, les camps de concentration, les camps de la mort, tout ça, on sait comment. Mais par-dessus tout, la colonisation, elle, évidemment, elle a tué, elle a pillé, elle a violé, elle a volé, ok. Mais surtout, elle a essayé de détruire l'identité. Oui, c'est ça qui est le plus... À la fois l'identité culturelle et l'identité religieuse. Alors, il y a tout un chapitre très intéressant dans votre ouvrage, Chitour, je rappelle le titre, l'histoire de l'Algérie, de la résilience à la quête de la modernité, par aux éditions Chihem. C'est, à un moment donné, bon, d'accord, maintenant, on va passer du génocide, pratiquement, hein, le génocide, le bon massacre, etc. Bon, maintenant on s'implante. Hein. Pour s'implanter, pour qu'on soit tranquille, il faut 2 choses. 1, casser l'identité. 2, attention, est-ce qu'on peut maintenant commencer à faire un peu de prosélytisme, parce que ce qui soude toutes ces tribus, cette population, c'est une religion qui s'appelle l'islam. Alors comment peut-on? On va commencer par les langues, etc., l'arabe, la mazir, les coutumes, les coutumes, etc. Ça, on va essayer de casser ça. Hein. Et puis, bon, on va vous donner des chiffres, bon, on les connaissait, mais c'est très bon de les rappeler. C'est-à-dire que quand les Français sont arrivés en 1830, hein, il y avait des écoles partout. 90% de la population a été alphabétisée. Oui, mais c'est même pas nous qui le disons. C'est pas Hamid Bouderba ou... Non. Non, ce sont des consuls européens qui étaient là à Alger. Et puis c'est même des comptes rendus d'officiers supérieurs français. Exactement. Qui vous disent, autour de nous, les lumières se sont éteintes. Oui. Ça veut dire quoi? La première chose qu'a faite Bertheuzen, il a rattaché tous les biens habous à l'administration. Du même coup, il a tari les sources de financement. Le Taleb, il faut bien qu'il mange. Ben oui. Donc il avait un petit salaire. L'école, il faut bien qu'elle se structure. Bien sûr. Donc à partir de ce moment, vous coupez les vivres, le nerf de la guerre. Petit à petit, les écoles ont été éteintes. Oui. Alors que, à l'époque, dans les années 1830, les Algérois, les Algériens en règle générale, étaient mieux éduqués que les Français. Tout à fait. Et les Français qui étaient venus, c'était des soudards, c'était des gens en quelque sorte... Il a fallu attendre l'école obligatoire de Jules Ferry pour que on commence les premiers pas. Oui, mais ce qu'on reproche à l'Algérie, à l'époque, vu que c'est des fanatiques. Mais il ne faut jamais oublier que jusqu'à 1880, l'éducation était rattachée à l'Église en France. Oui, tout à fait. Le ministère de l'Éducation n'est venu que... Bon, de la même façon. Il a fallu la séparation de l'Église et de l'État. Après, une vingtaine d'années après. Mais chez nous, c'était les Zaouïas. Il y avait des centres de rayonnement. Il y avait une université à Tlemcen. On a tout cassé. Je ne parle pas évidemment de Béjaïa. À une certaine époque, au XVIe siècle, on l'appelait la Petite Mecque. Et surtout, c'était un centre de rayonnement. Le fameux livre de El-Roubrini qui disait les 100 savants de Béjaïa. Il y avait 100. Allez, compte. Au moment où disait le Shraf, la bibliothèque de Louis XII, il y avait 10 livres. Ouais. Et Ibn Khaldoun, pour écrire la Muqaddima, il a écrit où? À Taqdimt, c'est près de Tiaret. Taqdimt en berbère, c'est l'ancienne. Ouais.
Il a compulsé, semble-t-il, des milliers de références. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions une identité. Le plus grand mathématicien du Moyen-Âge s'appelle Fibonacci. Oui, il y a une suite de Fibonacci. Oui, les suites de Fibonacci. Il a fait ses études à Béjaïa. Quand il a écrit sa thèse, il a dit à mon maître admirable, ex mirabili magisterio. Il a dédicacé. Son ouvrage. Et à l'époque, donc Béjaïa, son père était un marchand vénitien qui était donc faisait commerce avec Béjaïa. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est tout ça qui doit donner des motifs de fierté aux Algériens. Qu'à Tlemcen, il y avait un petit quartier qu'on appelle le Qassiria. C'est-à-dire que vous avez le vivre ensemble. Oui. Il y avait des juifs, des chrétiens, etc., en bonne intelligence. Quand le sultan Al-Nasir, le sultan Hamadite, a eu dans sa petite communauté le curé qui est mort. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit au pape Grégoire. Il dit, le curé de ma petite communauté de chrétiens est mort. Envoyez-moi quelqu'un. Envoyez-moi quelqu'un. Non, c'est une lettre officielle. Bien sûr, une lettre officielle. Et l'autre lui répond. Oui. Étonné d'ailleurs. Voilà, étonné, etc.